Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler du livre de Jean Mabir, la division Viking dans l'Enfer Blanc 1941-1943. La division Viking était une division de Waffen-SS. Il y aura un deuxième tome qui couvrira la période 43-45. Alors ce livre est sorti en 1980 aux éditions Fayard. Alors Jean Mabir s'était fait un peu le spécialiste des monographies sur les divisions Waffen-SS. Il avait écrit un livre sur la division Charlemagne, qui était composé de volontaires français, et sur la division Hitler-Jungen. Par ailleurs, il a écrit d'autres livres, mais il s'était fait un peu une spécialité de livres sur ce type d'unité, et d'ailleurs ces livres avaient un certain succès dans les années 70 et les années 80, parce qu'il y avait assez peu de livres d'ailleurs sur la Waffen-SS. C'était des unités qui étaient assez mal connues. Et d'ailleurs, il était publié par un éditeur qui avait pignon sur rue, Fayard. Alors évidemment, Jean Mabir est un écrivain un peu sulfureux. Pourquoi ? Parce que c'était un militant proche des milieux d'extrême droite, nationaliste. Il a été un compagnon de route de Dominique Vénère dans les années 60, et il était au Front National de Jean-Marie Le Pen dans les années 70 et jusqu'à sa mort. D'ailleurs, il écrivait dans l'hebdomadaire du parti, National Hebdo. Donc souvent on a contesté les travaux de Jean Mabir tout simplement parce que on disait qu'il était beaucoup trop complaisant avec la Waffen-SS, et que d'une certaine manière ses travaux étaient assez orientés. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais en fait je répondrai à cette question quand je donnerai mon avis sur le livre à la fin. Mais évidemment, lorsqu'on lit un livre, il vaut mieux savoir quel est le biais idéologique de son auteur. Moi quand je lis des livres d'Annie Lacroix-Rix par exemple, comme Le choix de la défaite, bon, on comprend mieux ce qu'elle écrit lorsqu'on sait qu'Annie Lacroix-Rix est une militante communiste, orthodoxe. Alors, la division Viking, c'est une division de Waffen-SS. Je rappelle que la Waffen-SS a été créée en 1935, c'est une branche de la SS générale. Et cette Waffen-SS, elle se réduit donc à des troupes en armes, qui ont vocation à aller se battre sur le front. Alors, cette division Viking, elle est créée en novembre 1940, c'est la 5e division de la Waffen-SS créée. Il y en a eu 38 durant toute la guerre. Et elle sera sous le commandement de Felix Steiner. Felix Steiner, c'est un ancien militaire à la retraite. Et elle va se distinguer par son recrutement, puisqu'elle va recruter des volontaires germaniques étrangers. Le recrutement étant fait par Gottlob Berger, le chef de la SS Hauptamt, qui, chaque fois qu'un pays était occupé, en fait, ouvrait une cellule de recrutement pour alimenter la Waffen-SS. J'ai fait une vidéo sur la Waffen-SS, je vous renvoie ma vidéo là en lien sous cette vidéo. Bon, d'ailleurs, Jean Mabir dit aussi que cette division Viking, composée de volontaires germaniques, elle a un peu heurté les bonzes du parti, parce que c'était des volontaires étrangers. Or, malgré tout, l'idéologie nationale-socialiste, même si elle avait un folklore germanisant qui plaisait surtout à Heinrich Himmler et pas trop à Hitler, ça reste malgré tout une idéologie nationaliste qui reste dans son précaré national. Donc l'idée d'aller recruter en fait des volontaires étrangers, bon, les bonzes du parti n'étaient pas très contents. Mais bon, Himmler, lui, était très attaché en fait à ce folklore germanisant, racial. Et donc, bon, bah, c'est lui qui a appuyé, évidemment, je veux dire, la faisabilité de recruter des volontaires germaniques étrangers. Mais il y avait toujours une petite tension entre la race et la nation, puisque la race germanique débordait, évidemment, les limites nationales du Reich. Alors, Mabir parle d'un effectif de 20 000 hommes dans la division Viking. Wikipédia parle de 19 300, bon on n'est pas loin, je vous rappelle que le livre a été écrit en 1980 et qu'aujourd'hui on a certainement des informations plus précises, mais sur ces 20 000 hommes, il n'y avait que 10% de volontaires germaniques. C'est pour ça que c'est un peu abusé de surnommer cette division division des volontaires germaniques, puisqu'il n'y en avait que 10%. Alors ça s'explique parce qu'à l'époque, premièrement, il y avait une sélection drastique dans la SS, dans la Waffen-SS, et puis malgré tout, bon, on ne voulait pas constituer une division uniquement avec des volontaires étrangers. Donc on limitait exprès en fait le nombre d'étrangers malgré tout. Fallait pas déconner quand même. Alors,
Dans le vivier de recrutement principal en fait de cette division, ça sera la Norvège et les Pays-Bas. Mabir donne les chiffres en septembre 1941, alors que l'unité était sur le front russe. Il y avait à peu près 850 Norvégiens, 850 Hollandais, et le reste, il y avait après des Finlandais, des Danois. Mais globalement, les deux bassins principaux de recrutement, c'était la Norvège et les Pays-Bas. Et d'ailleurs, on recrutait ces volontaires germaniques parmi souvent les rangs des partis fascistes locaux. Il y avait le parti en Hollande d'Anton Mussert, qui était un parti fasciste. Et puis en Norvège, il y avait le parti de Vidkun Quisling, très connu puisqu'il incarne l'image du collaborateur. Alors Mabir nous parle de destin aussi d'individus. Par exemple, Arthur Phleps, par exemple, qui fut un officier de la Viking, qui était un Volsk Dutch, c'est-à-dire un étranger d'origine allemande. Il avait combattu dans les armées de l'Autriche-Hongrie pendant la Première Guerre mondiale, puis après, lors de la dissolution de l'Empire austro-hongrois, il était roumain, puisqu'il était né en Transylvanie, donc il avait intégré l'armée roumaine. Il avait d'ailleurs participé à la constitution des unités roumaines de montagne. Et enfin, lorsque la Waffen-SS s'est créée, il s'était engagé dans la Waffen-SS. Donc on voit les parcours individuels assez incroyables de ces officiers ou de ces qui viennent combattre en fait dans la Waffen-SS et qui ont souvent fait la Première Guerre mondiale et qui ont combattu dans des armées étrangères. Alors Arthur Phleps, pour la petite histoire, il sera nommé en 1943, il me semble, à la tête de la division de montagne SS Prinz Eugen, qui sera composée uniquement d'étrangers, de Volksdeutsche, c'est-à-dire d'Allemands nés à l'étranger, et elle va sévir cette division de montagne SS en Yougoslavie, notamment contre les partisans, et elle se livrera à énormément de massacres. Et bizarrement, Arthur Phleps a disparu en 1944, alors qu'il était toujours commandant et de la Prinzeugen et même du corps SS et qui était là-bas. Je crois qu'il y avait 3 divisions en Yougoslavie, il y avait la Prinzeugen, la Handschar et la Polizei. Et ce corps SS, c'est caractérisé évidemment en Yougoslavie par beaucoup d'exactions contre les civils. Et bizarrement, Phleps a complètement disparu de la circulation. On ne sait pas s'il a été tué au combat ou s'il a fait défection. Himmler a pensé, même le chef de la SS, qu'il avait fait défection et qu'il s'était rallié aux Alliés, en fait, aux Soviétiques. Il avait même ouvert une enquête pour savoir ce qui était arrivé. On ne sait pas trop où il est passé, Phleps. Bon. Alors en tout cas pour Barbarossa, la division Viking, elle est intégrée à la première armée blindée de von Kleist, qui faisait partie du groupe d'armée sud commandé par von Rundstedt, dont l'objectif était Kiev, la Crimée et Rostov. Et pourquoi pas le Caucase. Je rappelle qu'il y avait 3 groupes d'armées lors de Barbarossa. Il y avait donc le groupe Sud, commandé par Rundstedt, le groupe Centre, commandé par von Bock, qui était le groupe le plus fort et qui devait prendre Moscou, et enfin il y avait le groupe d'armée Nord, qui devait prendre les Pays-Baltes et Leningrad, et qui était commandé par von Leb. Donc la division Viking, elle va combattre en Ukraine. Et d'ailleurs, lorsque Barbarossa va être lancée, la Viking, elle ne va pas aller sur Kiev, mais elle va aller vers Dniepropetrovsk, la grande ville du Dniepr. Puis après, elle va se diriger vers Rostov, la grande ville du Don, du fleuve Don. Rostov qui va être prise par les Allemands le 20 novembre 1941, mais qui ne va être tenue que quelques jours, puisque les armées allemandes vont être obligées de reculer dès le 23 novembre, dès 3 jours plus tard, sous la pression des soviétiques. Et d'ailleurs, les soldats de la Viking vont être confrontés pour la première fois au char T-34, qui est un char moderne, qui est le meilleur char de 1941 et de 1942 aussi. Et les soldats de la Viking vont avoir la surprise de voir leurs obus anti-chars de 37 mm rebondir sur les carcasses des T-34. Donc ça, je veux dire, ça va un peu les effrayer, un petit peu les soldats de la Viking quand ils vont voir ça. Et Mabir dit en fait que le retrait de la ville de Rostov, c'est la première défaite allemande sur le front russe. 15 jours après, il y aura la fameuse contre-offensive du 5 décembre 1941 devant Moscou, qui va faire reculer les Allemands d'une centaine de kilomètres.
Alors lors de cette première campagne, qui est un relatif échec, puisque Rostov n'a pas été pris, et donc le Caucase non plus, bon, d'ailleurs ce recul va coûter la tête à von Rundstedt, qui va être lourdé par Hitler, mais la Viking a énormément souffert, et Mabir dit que, globalement, la moitié des effectifs de la Viking ont disparu. Morts, blessés, disparus. Et donc il va falloir recapitaliser la division, pour qu'elle reparte à l'offensive en 1942, mais que globalement, elle va rester à 3 régiments. Hein. Je rappelle que, bon ça je ne l'ai pas dit, mais la Viking c'était le régiment Germania, régiment historique de la Waffen-SS, Nordland composé de Norvégiens et de soldats nordiques, Westland composé de Hollandais, et que pour la campagne 1942, il va y avoir une crise des effectifs, et les régiments vont passer de 3 à 2 bataillons. Mais par contre, la division va être renforcée par 50 panzers, qui vont... et ça va être d'ailleurs la première unité de Waffen-SS qui va être dotée d'un régiment de panzer. Et d'ailleurs, un des commandants de compagnie de panzer sera un certain Ewald Klapdor, qui a la particularité en avril 2021 d'être toujours vivant. J'ai vérifié sur Wikipédia, le gars il est né en 1906, et il a aujourd'hui 105 ans. Donc c'est quand même assez incroyable, quoi. Le type, il a combattu sur le front de l'Est, il est toujours vivant. Alors en 1942, c'est le plan d'offensive bleu, Hitler veut prendre le Caucase, et donc évidemment la Viking va participer à cette opération Folblow, et là on voit cette offensive dans le Caucase qui est complètement délirante d'après moi. Rostov va être pris, et puis les armées allemandes vont se diviser en deux, la 6e armée qui va aller à Stalingrad, et les autres armées qui vont aller dans le Caucase vers Bakou. Mais là j'ai mis la carte, c'est un peu petit. Entre Rostov en fait et Bakou, il y a 1350 km, il n'y a qu'une voie carrossable, où il y a de nombreux ouvrages d'art, c'est-à-dire des ponts, des tunnels, des cols. Et donc, simplement en voyant la carte, on peut comprendre que cette offensive était un peu chimérique quand même. Oui, parce que j'ai oublié de dire, mais Mabir parle du difficile ravitaillement quand même, dès 1941. Il dit que le ravitaillement par voie ferrée s'arrêtait à Dniepropetrovsk, la grande ville du Dniepr, et qu'à partir de Dniepropetrovsk, le ravitaillement se faisait par camion. Donc en fait, les pointes blindées des unités allemandes, elles étaient difficilement ravitaillées. Alors je rappelle, et ça Jean Lopez le dira dans son Barbarossa, qu'en plus, l'écartement des voies ferrées soviétiques n'était pas le même que l'écartement des voies ferrées occidentales, et qu'il fallait reconstruire à la limite les voies ferrées, quoi. Donc vous voyez un peu le casse-tête logistique. Alors, les armées allemandes vont prendre Rostov, la porte du Caucase, et vont s'enfoncer dans ces régions orientales, à peu près jusqu'à Mozdok, là j'ai mis sur la carte, et Malgobek, où en fait les armées allemandes vont être arrêtées par les forces soviétiques. Mais on voit très bien que ce projet caucasien était totalement délirant. Alors bon, les Allemands vont prendre Maïkop, Tuapse, ils vont évidemment essayer de contrôler le littoral de la mer Noire, et la Viking, elle, sera destinée plutôt à aller vers la Caspienne et vers Bakou, mais l'objectif est trop ambitieux. Il y a peu de routes carrossables, la géographie n'est pas propice véritablement à l'offensive, il y a des difficultés énormes de ravitaillement, et donc tout simplement, les armées allemandes vont être arrêtées, et après la contre-offensive qui va encercler Stalingrad, l'opération Uranus de novembre 1942, les forces allemandes qui sont profondément dans le Caucase vont devoir reculer jusqu'à Rostov pour éviter, en fait, tout simplement d'être encerclées elles aussi. Alors notamment, Mabir va dire aussi que durant les combats dans le Caucase, c'est la première fois que les soldats de la Viking vont être confrontés à des jeeps. Hein, les jeeps, c'est la voiture américaine par excellence. Je ne parle pas des camions Studebaker, qui sont des camions américains qui ont été vendus en masse aussi à l'armée rouge. Mais là, ça illustre en fait l'aide américaine aux soviétiques, qui passaient
surtout par le corridor persan, c'est-à-dire par l'Iran. Et donc c'est pas étonnant en fait qu'on retrouve des jeeps sur le front caucasien, puisque l'Iran n'était pas très loin. Hein. Et moi je trouve que en fait, Mabir donne la clé de l'échec en fait de la division Viking dans le Caucase. Je lis in extenso un passage de son livre. Mais les Russes se sont singulièrement aguerris et décident d'utiliser leur meilleur allié, l'espace infini des steppes orientales. Le pays est si vaste que n'importe quel envahisseur ne peut que s'y perdre s'il prétend occuper le terrain conquis. Je crois que tout est résumé dans ces phrases de Mabir. Hein. L'ambition allemande est tellement délirante que en fait c'est impossible de réaliser le plan Folblow. Hein. Quand vous pensez que de Rostov à Bakou, il y a 1350 km et qu'il n'y a qu'une voie carrossable entre les deux villes, évidemment on peut comprendre pourquoi les Allemands n'ont pas atteint leur objectif, avec un problème de ravitaillement absolument terrible. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du bouquin? Alors, le bouquin est agréable à lire. Je veux dire, Mabir écrit assez bien. Moi, j'ai bien aimé la genèse en fait de la division Viking. J'ai trouvé ça intéressant. Après, ça relève de la littérature un petit peu militaire que j'ai trouvé répétitive, quoi. Alors, il y a évidemment des descriptions de soldats qui sont intéressantes, mais globalement, on est dans la description de je m'arrête, je tire, j'ai des blessés, enfin c'est un peu ça, c'est un peu répétitif et un peu inintéressant. J'ai trouvé aussi l'aspect description du Caucase aussi sympathique, et on ressent bien en fait ces immenses champs de tournesol qu'on peut voir sur des images, à perte de vue, et Mabir ça décrit bien ces immenses espaces de l'URSS qui ont l'air d'aspirer, si je puis dire, les armées allemandes. Alors, évidemment, ce sont des livres, ce livre de Mabir, mais les autres aussi, font la part belle, je dirais, à la combativité et au courage des soldats. Mabir nous décrit cette division de Waffen-SS comme une unité d'élite un petit peu qui reste très chevaleresque et qui respecte les lois de la guerre. Et c'est là un petit peu évidemment qu'on peut critiquer Mabir. Alors Mabir parle même de la directive sur les tribunaux militaires qui avait été prise par Hitler et diffusée dans les armées allemandes, qui disait que en fait les soldats sur le front de l'Est n'étaient pas responsables devant les tribunaux militaires. En résumé, ça voulait dire que c'était open bar, quoi. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, tuer les civils qu'ils voulaient, ils ne risquaient rien. Mabir parle de cette directive et dit que Felix Steiner, le chef de la Viking, était très en colère contre cette directive. Et qu'il n'allait pas diriger une troupe de sauvages. Bon, là je doute sur la réaction de Felix Steiner. Felix Steiner était un SS, et on sait que l'ASS était empreinte d'idéologie nationale-socialiste, et que d'une certaine manière, comme le rappelle Lopez, cette guerre à l'Est, c'était aussi une guerre d'extermination, où les lois de la guerre n'allaient pas être respectées. Je rappelle qu'il y a eu cette directive sur les tribunaux militaires, mais aussi la directive des commissaires, qui faisait une liste des catégories d'individus à exécuter sur le champ, notamment tous les membres du Parti communiste. Donc là, évidemment, et c'est pour ça que je parle d'une histoire hémiplégique chez Mabir, c'est que Mabir décrit la combativité et le courage de ces soldats de la Viking, et d'ailleurs, il respecte aussi le courage des soldats de l'Armée Rouge. Il n'y a aucune diabolisation en fait des soldats de l'Armée Rouge dans ce livre. On sent que Mabir est très respectueux, je dis, aussi du courage de l'adversaire. Mais par contre, il oublie totalement l'aspect idéologique de cette unité. Or, malgré tout, c'est une division de la Waffen-SS qui est certes vouée à combattre l'ennemi, mais qui porte aussi une idéologie nationale-socialiste. Et Mabir, quand même, commet l'exploit, en 350 pages, de ne pas citer une seule fois le mot juif ou antisémite, quoi. Alors qu'on sait que l'idéologie nationale-socialiste était antisémite et qu'elle était
décidé, et qu'elle était décidée à exterminer le peuple juif. Donc là, on voit très bien que Mabir, d'une certaine manière, décrit cette unité de la Waffen-SS comme une unité à peu près normale, comme si c'était une unité de la Wehrmacht, qui ne se distinguait pas, notamment, par son idéologie nationale-socialiste. Ce qui est faux, évidemment. La Waffen-SS, qui a été quand même considérée comme une organisation criminelle aussi, hein, comme la SS, à Nuremberg, la Waffen-SS, comme l'armée de terre d'ailleurs, s'est livrée à d'énormes exactions sur le front de l'Est, on le sait. Alors, pour la Viking plus particulièrement, il y a eu le massacre de 600 juifs galiciens, il me semble. Mais on sait que derrière les unités qui étaient sur le front, il y avait aussi des unités des commandos de la mort, qu'on appelait les Einsatzgruppen, il y en avait 4, hein, l'Einsatzgruppen A, B, C, D. Il me semble qu'il y avait Otto Lendorf qui dirigeait l'Einsatzgruppen D, qui a d'ailleurs témoigné au procès de Nuremberg, qui a été condamné à mort et exécuté. Et on sait très bien que des divisions de la Waffen-SS ou de l'armée de terre pouvaient aider ces commandos de la mort pour faire le sale boulot, quoi. Donc évidemment, Mabir essaie de distinguer la Waffen-SS de la SS Totenkopfverband, par exemple, de la SS qui était impliquée dans le génocide, mais en fait, il y avait une très grande porosité entre, d'un côté, les SS qui étaient dans les camps d'extermination et les soldats qui étaient dans les unités, hein. Il y a notamment, je veux dire, un officier qui s'appelait Wackerle, qui a été le premier commandant en chef du camp de Dachau, et qui a été aussi dans une unité, qui était officier dans la Viking, hein, qui a été tué d'ailleurs en 1941 dans les premiers combats. Donc on a un peu une histoire hémiplégique, qui se concentre sur uniquement l'histoire militaire de l'unité, mais qui oublie en fait l'aspect idéologique, et qui évidemment nous décrit les soldats de la Viking comme empreints d'esprit chevaleresque, soldats d'un grand courage et d'une grande ténacité, en oubliant un petit peu, je dirais, tout le côté exaction contre les civils, qui a été la norme en fait sur le front de l'Est. Donc, voilà ce qu'on peut dire en fait sur ce livre. C'est un livre qui, moi, m'a intéressé, parce qu'on suit la Viking, en tout cas, jusque dans le Caucase, c'est ça qui est intéressant. On comprend pourquoi, en fait, l'opération Folblow a échoué, parce qu'évidemment, l'objectif était bien trop ambitieux, et le ravitaillement, c'était un casse-tête. Et en même temps, on a un Mabir qui oublie totalement l'aspect idéologique de la Waffen-SS, qui est décrite, en fait, comme une troupe d'élite mue par la fraternité germanique. Voilà, comme seule idéologie pour Mabir de cette unité, c'est la fraternité germanique. Hein, et évidemment, l'esprit de sacrifice, tout en oubliant, en fait, le reste. Voilà, je vous remercie, à bientôt.